Bonjour à tous amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors de la semaine oui, parce qu'en plus j'ai pris 1 ou 2 jours pour avoir un week-end vraiment prolongé et se reposer, mais du coup aussi on a pu inviter quelques amis et ouvrir quelques bouteilles. Alors à commencer par ça c'était dans les livraisons de la semaine dernière, donc le Vassal de Pêche Noble 2019 de notre ami Rostin. Donc qu'est-ce que ça donne? C'est un peu l'entrée de gamme du coup en coteaux du Languedoc de chez Pêche-Noble, donc de l'ami Rostin. Et ma foi, c'est un fort joli vin, ce Vassal 2019 de Pêche-Noble, avec un très beau nez de cassis un peu compoté, certes. Belle note de violette, hein, c'est très fleuri, une petite pointe de réglisse, un fond noyau. Jolie bouche, alors, qui tient clairement sur la puissance alcoolique, qui se sent d'ailleurs dans la finale, mais pas tant que ça. Mais c'est quand même un signe de 2019. Hein. Là, j'en suis à pas mal de 2019 goûtés. Et c'est vrai qu'il y a des puissances alcooliques, même dans les Bourgognes, dans ces 2019, assez fortes. Et là, je dirais qu'au sud, hein, au coteau du Languedoc, bah oui, ça se sent. Mais ça reste équilibré, il y a de la fraîcheur. Voilà, c'est un fort joli vin. D'entrée de gamme, on a pris beaucoup de plaisir et même Sylvia a bien aimé. Donc c'est dire que finalement cette puissance alcoolique passait bien. Parce que d'habitude, c'est pas trop le genre de vin qui la branche. Ensuite, on a bu ça, on a bu un Meursault Poruso 2008 de François Mikulski. Donc j'avais apporté ça chez un ami, je suis reparti avec la bouteille, ça se fait pas du tout, mais enfin bon, je lui ai expliqué, je le connais bien depuis des années, il m'a pardonné cet écart, parce que je voulais vous la présenter, que ce Meursault, alors au nez très typique avec alors entre la pomme et la poire au départ, on a des notes un peu marquées, grillées, pétard, mais agréable. Ensuite, ces notes beurrées, clairement, beurré brioche. Un côté un peu chèvrefeuille, tarte citron meringuée. Voilà, sur un fond d'amande assez classique. Ensuite, on a une bouche, bah oui, on a une bouche droite, vive. C'est ciselé, c'est fin, c'est profond. Voilà, pour les amateurs de Meursault, à l'inverse de l'image d'Épinal, hein, du vin gras et rond, là on est dans un vin tendu, droit, ciselé, fin. Et puis belle finale, voilà, sur ce côté un peu ciselé, mais bien enrobé quand même par la matière, même si on sent que c'est un millésime vif, hein, avec une fraîcheur vraiment très marquée pour le coup. Et aromatiquement, on est tout ce qu'on attend d'un morceau, hein, comme je vous l'ai dit, avec ce côté un peu pomme granit, citron, les notes un peu beurrées, le côté grillé, un petit peu grillé, pétard, hein, qu'on a quand même, et ce fond d'amande, voilà. Joli vin, très typique de son millésime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert ça, donc une côte rôtie, cette fois, de l'ami Guigal, la brune et la blonde, 2013. Donc ça, un cru très classique qu'on boit beaucoup à la maison. Donc 2013, voilà, je voulais voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est 2013, quoi, voilà. Je sais pas s'il faut l'attendre d'ailleurs ou pas. On a un nez de cassis, des notes de poivre très marquées, et un fond noyau caroube, une bouche fraîche tout de suite. Voilà, on sent que le millésime est frais. Les tanins sont un peu saillants, un peu bon, bref, voilà, une finale fraîche. Sur le côté cassis, les notes de poivre et le fond noyau un peu mocha. Bon, pas vraiment le. Alors, soit c'est cette bouteille, soit effectivement c'est loin d'être le grand millésime de brune et blonde que j'ai bu. Euh, parce que je pense que le millésime s'y prête pas beaucoup et la bouteille là était dans un état, on va dire, peut-être pas d'ailleurs le meilleur, peut-être encore attendre un peu parce que pas énormément de complexité, bon classique de son appellation, hein, je veux dire cassis poivre, voilà, fond noyau caroube, mais fond, oui, même fumé, mais bon, voilà, pas une grande brune et blonde, pas beaucoup de complexité, beaucoup de fraîcheur. Ensuite, Ensuite, on a bu ça, un Mâcon Pierre Clos, donc ça aussi, un vin, enfin un domaine qu'on boit souvent à la maison,
de Guffins et c'est Tritchavigne 2010. Donc ça c'est un joli cru et je confirme c'est un joli cru. Donc Tritchavigne, hein, c'est évidemment au-dessus du Chavigne. 2010 c'est un beau millésime. On a tout de suite un nez, alors pas extrêmement expressif d'ailleurs, mais très élégant. De poire, de pommes. Ensuite, le petit côté note beurrée, on retrouve effectivement un petit côté fumé grillé très léger, mais qui est quand même un peu là. Puis ensuite, on a des belles notes d'aubépine, d'amande voilà, sur un fond assez crayeux, fumé, tourbé, d'une jolie complexité. Pas hyper expressif, mais jolie complexité. Ensuite, on a une belle bouche droite, fraîche pour le coup, assez fraîche. D'ailleurs, on n'est pas très loin du 2008, paradoxalement. On a une belle matière, par contre, avec un peu plus de densité, de rondeur, mais ça reste toujours ciselé, très fin. Donc j'ai fait le geste, mais effectivement, il y a une certaine tension, même si on a un petit peu plus de rondeur pour accompagner ça. Belle finale, fraîche, jolie persistance. À nouveau sur la pomme, la poire, puis ensuite les notes beaucoup plus citronnées, tarte citron meringuée, la petite donc de chèvrefeuille en fait, hein, la petite pointe aubépine et le fond fumé grillé, tourbé. Voilà, c'est joli, mais à nouveau je dirais, attendez-le encore qu'il gagne en complexité et en expression, parce que ça le mérite tout simplement. Ensuite, ah oui, alors ça c'est une bouteille avec une histoire. Donc c'est le Mahamiel. C'est alors une cuvée dite Privilège, je crois. Ouais, c'est ça. Privilège 2012. Alors, et c'est un Maury. Donc ça, c'est tout simplement en rangeant la cave. La dernière fois que j'y suis allé, je manipule les bouteilles pour ranger à la place d'eux. Je déplace des bouteilles et je sens là sur le doigt quelque chose qui colle. Donc pour un Maury, on se dit oh oh. Et donc il y avait une coulure. Puis je regarde la bouteille et je vois en plus que le bouchon est tout bombé. Je me dis oh oh. Bon, donc je ramène la bouteille et je l'ouvre là. Coulure, puis je me dis bon, de toute façon ça va pas tenir très longtemps. Donc déjà j'ouvre et là, mais alors un bruit à tel point que j'en ai eu peur, j'ai bougé mon bras et j'ai renversé le verre que j'ai cassé. Bon, ça arrive, c'est pas bien grave. Mais ensuite se dégage une espèce de volute de fumée blanche, voilà. Et puis, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc Je remue un peu, et là, on est champagne, je vois des bulles qui remontent dans tous les sens. Et puis, je finis par goûter, et là, je confirme, c'est gazeux à un point inimaginable. Enfin, inimaginable, c'est super gazeux. Voilà, un vin bien étonnant. Donc, on met le nez dessus, on est sur la gelée de fruits rouges, compoté, gelé, confit, ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est sucré, c'est un Maury. Donc sur le fruit rouge, on a des notes légèrement de noix, mais très légères d'ailleurs. Voilà, sur un fond typiquement mocha cacao, pas d'une grande complexité, assez agréable. Ensuite, on met en bouche et là, c'est rock and roll. On met en bouche et là, c'est du coca, c'est du cherry coca, c'est du coca à la cerise, quoi. Ça, c'est gazeux, ça attaque comme du champagne, quoi. Voilà, ou du coca. C'est hyper gazeux. Euh, on est sur ce côté un peu fruits rouges confits, gelée de fruits rouges, quoi, hein, parce que c'est sucré, bien évidemment. Ensuite, les notes, effectivement, légèrement noix, mais légères, puis se font cacao. Et puis alors du coup la finale du coup elle est plate parce que si ça attaque hyper gazeux, la finale apparaît en contraste, un peu molle, un peu plate, parce que ça y est l'effet gaz est passé. Et puis avec une persistance, oui certes intéressante, hein, mais pas d'une grande complexité, donc gelée de fruits rouges, confiture de fruits rouges, et puis ce côté, le petit côté noix très léger, et ce fond mocha cacao classique d'un Maury. Euh, En gros, je vais vous dire, vin surprenant. Je ne sais pas pourquoi il est reparti. Alors, soit il est reparti en fermentation, je ne comprends pas trop en fait. Alors, c'est un grenache noir passerillé. Je me rappelle à l'époque, ils m'avaient raconté qu'ils avaient déposé les grappes au pied des vignes, sur ces coteaux de schiste qui montent au château Cathare, là, dans la vallée de la Glie. Et donc c'est un passerillet, ce que j'ai dit.
Ouais, bon, voilà, un vin étonnant, je crois qu'ils n'ont pas refait ce privilège, hein. Il existe d'autres crus sur les morilles du Mahamiel. Bon, en tout cas, moi, je vais vous dire, regardez, je l'ai rebouché, hein, parce que je pense que ça peut être un super vin de hamburger. On ne sait jamais quoi boire sur un hamburger. Bah là, on a un Coca Cherry, et à mon avis, ça va être top sur le hamburger. Hâte de faire le test. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a bu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on avait des trucs sympas, une saucisse fumée purée ce midi, et ce soir, on fait des gomki pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est du chou farci. Et là, moi, j'aime bien boire des Bourgognes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ouvert? Ben, j'ai ouvert ce Volnay premier cru Les Caillerets 2014 de Rebourgeon-Mur, parce que j'ai rapporté des 2014. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ces dernières semaines, j'avais goûté les villages, puis je trouvais qu'ils commençaient à bien se goûter. Donc j'ai regardé ce que ça donnait un peu pour ces premiers crus. Donc le premier d'entre eux, donc ce sera ces Caillerets 2014 de Rebourgeon-Mur, parce que je voulais un vin un peu puissant avec des épaules pour tenir la saucisse fumée et la purée. Un des accords possibles, même s'il y en a plein, sur la saucisse fumée et purée. Alors, l'accord super, ça a très bien tenu. Et le vin, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, on est sur un vin, je dirais, un peu entre deux eaux, avec un nez de cerise, puis ensuite des notes presque, allez, je vais dire presque graphite. Graphite, encre, voilà, des notes un peu d'encre, un peu surprenantes. Ensuite, on a une pointe épice et un fond fumé, boîte à cigares, tabac, voilà. Pas si courant que ça sur les caillerets de Rebourgeon. Ensuite, on a une bouche, bah, on a la bouche d'un 2014 hein, et qui n'est pas encore complètement prêt. C'est clair, hein, je vous dis, si vous en avez, il faut l'attendre encore 5 ans. Parce que 2014, millésime de matière et d'acidité. Beaucoup de matière, des acidités assez fortes, tout ça. Voilà, des matières un peu saillantes, fermes. Là, on retrouve ça en bouche avec des tanins ronds, mais encore un peu saillants, je dirais un peu ferme, un peu rigide. Voilà, on a une bouche limite austère, hein, droit, profond, concentré, donc avec ces tanins encore un petit peu saillants, et puis ferme et rigide, tout ça, et droit, voilà, profond, puissant. Évidemment, on est sur les caillerets, donc c'est puissant. Donc, en plus, le millésime renforce un peu le côté puissant et droit des caillerets habituellement. Finale fraîche, parce qu'on a de la fraîcheur dans ces 2014, tout du long d'ailleurs de la bouche. Et une persistance évidemment intéressante, hein. On est sur un premier cru, c'est joli. Toujours sur ce côté cerise. Alors les notes un peu plus d'ailleurs tabac, boîte à cigares. Les notes épices se font vraiment boîte à cigares. Une petite pointe de ronce classique du pinot qui apporte de la fraîcheur. Ronce humus, sous-bois. Presque tourbé, et puis un fond fumé, tabac tourbé justement. Alors c'est joli, mais là je dirais que c'est un peu entre deux eaux, et puis voilà, c'est 2014, avec cette matière un peu saillante, un peu ferme, un peu rigide, saillante d'un côté, ferme et rigide, parce que la fraîcheur d'ailleurs assez forte. Bon, à attendre, voilà, moi là du coup je me dis, oh là là, celui-là, il faut au moins encore l'attendre 5 ans. J'en ai ramené d'autres, hein, des premiers crus de 2014 que je boirai dans la semaine à venir pour vérifier que bah, c'est juste les caillerets parce que c'est des caillerets ou non, c'est vraiment quelque chose du millésime. Donc autant les villages, a priori, ça se boit, autant les premiers crus, bah, et les grands crus, j'en parle même pas, attendez-les. Et puis pour finir, donc pour ce soir, sur les Gohonki, eh bien nous allons boire ça. On aime bien boire hein, des Bourgognes sur ce genre de plat. Donc on va boire un Gevrey-Chambertin, les Cherbaudes 2017, des amis Nicolas et David Rossignol-Trappet, enfin du domaine Rossignol-Trappet. Cru que j'aime beaucoup moi, que je ne prends pas tous les ans, les Cherbaudes, mais c'est un cru que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est le premier cru un peu le plus sexy, le plus rond, le plus aguicheur dans la gamme Rossignol-Trappet. Et donc je l'aime bien pour ça. Et puis il y a des millésimes où je trouve que ça lui va particulièrement bien, et je dois dire que ce 2017 en fait partie. Donc, même s'il est jeune, il est déjà fort bon. Voilà. On a un nez extrêmement friand, expressif, comme il convient, très friand de framboise, de groseille. Voilà. Après, on a des notes, alors un petit peu amande, paradoxalement, un petit peu pâte d'amande. Puis ensuite, beaucoup plus classique, fleuri. On va dire qu'on est plutôt sur la pivoine. Voilà, une petite pointe de réglisse.
et un fond type noyau caroube, donc un peu, alors c'est pas justement, c'est pas complètement moka, hein, donc c'est probablement un peu d'élevage qui est là, mais qui est plutôt élégant, donc noyau et caroube, tout petit côté un peu cacao café, quoi, tout petit peu. Ensuite, hmm, on a une très jolie bouche. Alors, avec une attaque un peu souple, euh, et des tanins hyper soyeux, ronds, charmeurs, ce qui est un peu, moi je trouve, la caractéristique des Sherbaudes. En général, alors je ne connais pas beaucoup, enfin, je connais trois vignerons qui font des Sherbaudes, et pour moi c'est un trait assez commun de ces tanins des Sherbaudes, et en tout cas ça l'est particulièrement sur celui des Rossignols Trappet. Voilà, c'est des tanins à la Vaune, avec un côté un peu hyper soyeux, un peu rond, enfin voilà, un peu aguicheur. Voilà. Puis ensuite, on est sur 2017, donc on a la fraîcheur qui vient, qui se place tout de suite et qui vient voilà, rendre tonique, dynamique cette bouche. Donc tout d'un coup, qu'il la rattrape là, hop, ça attaque assez rond, assez lascif, assez très soyeux. Puis d'un coup, tac, on a la fraîcheur qui vient, qui vous tend tout ça avec une jolie aromatique de framboise, de groseille. On a les notes d'épices. Alors là, on est vraiment sur l'épice un peu type réglisse. Les notes un peu fleuries de pivoine, le fond noyau caroube. Et puis ensuite, belle finale, fraîche, tonique. On est sur 2017, voilà. On a le côté assez frais de 2017, hyper friand de 2017 qui est là, particulièrement dans la finale, et une jolie persistance sur ses arômes. Bref, on est sur un 2017, un millésime assez friand d'un côté, tendre de l'autre. Alors tendre parce qu'il n'y a pas énormément de fond, il n'y a pas énormément de matière dans ces 2017, mais il y a beaucoup de tendresse justement, et ce côté friand par la fraîcheur. Voilà, millésime qui se boit très très bien, je vous confirme, et y compris sur les premiers crus. Ils arrivent aujourd'hui presque à 5 ans. Oui, on peut commencer à les boire, et la preuve, ce Sherwood est délicieux, et on va se régaler ce soir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!